Eh ben, bonjour à tous, on est très content d'être là aujourd'hui pour parler multi-tenant. On va essayer de vous faire un petit retour d'expérience sur comment on est passé d'une application mono-tenant à une application multi-tenant, vous expliquer un peu le cheminement qu'on a eu et les problématiques qu'on a rencontrées. Rapidement avant de démarrer, on est tous les deux développeurs. Moi je m'appelle Nelson Dionisi, je suis engineering director chez Miracle et je suis avec Polo. Moi, je suis Polo Mathias, je suis Engineering Manager à Miracle. Donc on bosse pour une boîte qui s'appelle Miracle. Rapidement pour le contexte, Miracle c'est un éditeur logiciel qui a été fondé en 2012 et qui développe à la base des solutions de place de marché e-commerce. Donc on permet à nos clients de devenir des marketplaces. Et on a d'autres produits autour de la publicité, autour du paiement. Et on a eu la chance assez rapidement d'avoir pas mal de clients. Et du coup, on s'est vite posé la question de comment on allait architecturer notre solution, sachant qu'on fait du SaaS, et comment on allait réussir à déployer ça pour un certain nombre de clients qui ne faisaient que de croître. Et donc, on s'est posé la question du monotenant versus le multitenant. Et on va faire déjà un petit historique de où on est parti et où on est arrivé. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit retour par l'architecture de Miracle en 2012. Ça va contextualiser un peu la présentation. Ce qu'il faut comprendre avec Miracle, c'est qu'on est une boîte d'éditeurs logiciels en SaaS. Ce qui veut dire que du point de vue de nos utilisateurs, il y a une URL et ça leur donne accès à l'application Miracle. Grâce à ça, ils ont accès à deux choses notamment. La première, ça va être le back-office, où ils peuvent administrer leur boutique, leurs offres, leurs commandes, tout ce genre de choses. Et la deuxième, ça va être les API, avec laquelle, par exemple, ils peuvent décorer leur front e-commerce, avec l'API de panier, l'API de prise de commande, l'API de remboursement. Nous, ce qui va nous intéresser pendant la présentation, c'est ce qu'il y a sous le capot, en fait. Et sous le capot, il y a un serveur d'application et une base de données relationnelle. En ce qui concerne les technologies, on utilise du Spring, du Java et du Postgres, c'est assez classique. Mais tout ce qu'on va dire durant cette présentation, ça sera vrai quelle que soit la techno. Du moment que vous avez des technos peut-être un peu similaires ou une architecture qui ressemble à celle-ci. Enfin, pour pas que ça vous perturbe, dans les schémas, il y aura plusieurs serveurs d'application pour un environnement client donné. Pourquoi? Tout simplement parce que devant les serveurs d'application, il y a un load balancer qui a la charge d'équilibrer le trafic entre les différents serveurs d'application. Donc si vous avez ce schéma-là en tête, vous avez globalement l'architecture de Miracle en 2012, donc notre starting point. Comme l'a dit Nelson, Miracle, ça a plutôt bien marché. Donc on a signé très vite plusieurs nouveaux clients. Et à la signature de plusieurs clients, on s'est posé la question de cette architecture. Comment on la faisait évoluer pour introduire les nouveaux clients qui arrivaient. Concrètement, le choix qu'on a fait, c'était de celui de copier-coller l'architecture qui marchait très bien pour celui du client 1 sur celui pour le client 2. Ça marche très bien, on sait que ça marche pour le client 1, ça va marcher pour le client 2, et ça nous permet de gagner du temps pour tacler d'autres problématiques techniques ou faire des features. Il y a un gros inconvénient à ça, en revanche, c'est que si on duplique les briques techniques, on va dupliquer les coûts qu'il y a avec. Les coûts qui vont avec, il y en a deux, majoritairement. Il va y avoir tout ce qui va être coût direct. Donc là, par exemple, c'est l'achat de vos serveurs pour faire tourner les serveurs d'application ou la base de données. Le paramétrage de ceux-ci. Si par exemple vous avez un gros client, vous lui donnez beaucoup de CPU, beaucoup de RAM. Si vous avez un petit client, vous voulez plutôt économiser et lui donner des machines moins puissantes. Donc ça, c'est des coûts qui sont assez facilement quantifiables, mais vous avez aussi des coûts qui sont un peu moins faciles à quantifier, des coûts indirects. Typiquement, ça va être la taille nécessaire de votre équipe pour que les applications elles fonctionnent bien en production. Ou alors les temps de déploiement. Avec cette architecture, en fait, plus on a de clients et plus on a d'applications au moment où on veut déployer. Et donc, du coup, plus ça va nous prendre de temps. Et si ça nous prend du temps, ça nous prend de l'argent. Donc, on voit très bien les inconvénients de cette architecture. On peut opposer à ce type d'architecture où la brique technique est vraiment dédiée à l'environnement client un autre type d'architecture. Celle où les briques techniques, elles seraient vraiment mutualisées pour les différents environnements clients que vous avez. C'est le moment où on va définir un peu ce que c'est un tenant chez nous. Un tenant, en fait, c'est un environnement client. Et à gauche, vous avez l'exemple parfait d'une architecture qu'on va dire monotenant. C'est là où les briques techniques sont vraiment dédiées à un environnement client. Et à droite, vous allez avoir l'exemple parfait d'une architecture multitenant où les briques techniques, elles sont mutualisées entre les différents environnements clients. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est surtout de mutualiser en fait les coûts qui vont avec cette architecture. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai essayé de représenter sur ce schéma l'évolution des coûts en fonction des deux architectures, en fonction du temps à Miracle. Donc en 2012, on n'avait que quelques clients.
En fait, financièrement parlant, c'était presque une bonne idée de faire un copier-coller de l'architecture, parce qu'on va le voir plus tard, le coût de l'architecture multi-tenant, c'est un petit coût d'entrée qui n'est pas négligeable. En revanche, ça ne scale pas du tout. En 2014, on avait déjà une dizaine de clients, et en fait, ce qu'il faut comprendre avec l'architecture dédiée, c'est que c'est fonction linéaire du nombre de clients que vous avez. Donc plus vous avez de clients, et plus vous allez payer, en fait. Ce n'est pas le cas de l'architecture mutualisée, où vous mutualisez également vos coûts. En 2014, on a fait le choix de s'orienter vers l'architecture mutualisée, et on était content d'achever ça en 2016, notamment parce que le coût de l'architecture dédiée, il aurait été 2 fois plus cher que celui de l'architecture mutualisée. Donc on était très content d'avoir atteint cet objectif en 2016. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, en 2024, Miracle, c'est environ 300 clients uniquement en production. Donc si je devais représenter ça à l'échelle, je pourrais pas vraiment. Il faudrait que je change d'échelle. Et ni Nelson ni moi seraient là aujourd'hui pour vous parler de multi-tenancy, je pense. Ok, si on fait un bilan rapide de pourquoi il faut faire du multi-tenant, la première chose, vous l'aurez compris, c'est vraiment de réduire un maximum les coûts que vous avez sur votre architecture. Donc là, c'était les coûts indirects et les coûts directs. Il y a un autre bénéfice à ça, c'est que vous pouvez aussi mutualiser les ressources, évidemment. Le cas le plus extrême qu'on peut prendre, par exemple, dans l'architecture monotenant, si votre client n'utilise pas votre architecture, globalement, vous payez des ressources pour rien faire. Dans le cas de l'architecture multi-tenant, à un instant donné, vous pouvez parier sur le fait qu'il y a au moins un tenant qui utilise votre architecture, et donc du coup, vous mutualisez les ressources. Évidemment, c'est le cas extrême, mais vous comprenez l'idée. C'est une solution qui est très scalable à long terme. On l'a vu d'un point de vue coût, mais c'est pareil d'un point de vue logistique. Je parlais des déploiements tout à l'heure. Ça va diminuer le nombre de déploiements que vous avez à faire d'avoir une architecture qui va être mutualisée. Et enfin, nous, on voulait s'orienter vers une architecture microservice. Alors, vous pouvez très bien le faire dans une architecture monotenante. Le problème, c'est que la signature de nouveaux clients et une archi microservice, ça va démultiplier le nombre de déploiements que vous avez à faire. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment réduire. Et donc, du coup, l'architecture mutualisée, c'était plutôt un avantage pour l'architecture microservice. Donc, maintenant que je vous ai convaincu qu'il fallait faire du multi-tenant, la question, c'est comment on fait du multi-tenant ? Et on va commencer par regarder ce qui se passe du côté de la base de données. Il y a plusieurs stratégies pour faire de la base de données multi-tenant. Nous, on va en regarder 2 principales, celle de la colonne discriminante et celle du schéma discriminant. Donc si on zoome sur ce qui se passe sur une base de données, et qu'on prend en exemple le modèle offre. Donc une offre, pour nous, ça va être l'offre qui est poussée par un vendeur tiers sur notre plateforme. Donc vous retrouvez de façon assez classique l'ID, qui est la primary key de l'offre, le shop ID, qui est la foreign key qui pointe vers la table shop, et qui dit, en gros, cette ligne d'offre, elle appartient à tel shop. Vous avez évidemment une ribambelle d'autres colonnes, mais elle ne nous intéresse pas ici. La stratégie de la colonne discriminante, en fait, ça va être d'ajouter une nouvelle colonne, tenant ID, pour dire, en fait, cette ligne, elle correspond à ce tenant-là. Donc dans cet exemple, l'offre avec l'ID 1, elle correspond au tenant 1. L'offre avec l'ID 2, elle correspond au tenant 2, etc., etc. Bon, si on s'arrête un petit peu pour faire les avantages et inconvénients de cette solution, l'avantage, c'est que si vous faites ça, en fait, vous avez réussi. Vous avez fait une base de données multi-tenant, et on était venu là pour ça. Donc, en fait, vous allez avoir des coûts et des maintenances plus faibles que si vous aviez des bases de données monotenantes. Ça va être plus scalable. Maintenant, il y a pas mal d'inconvénients à cette solution pour nous. Si par exemple, dans un univers monotenant, pour mon tenant 2, je faisais cette requête-là, select étoile from public.offer. Et dans mon univers multi-tenant, ce que je m'aperçois, c'est que je vais récupérer toutes les offres de tous les tenants. Si on veut récupérer uniquement les offres pour le tenant 2, il va falloir un petit peu adapter cette requête, en ajoutant une clause de filtre, where tenant ID égale tenant 2. Et là, je récupère bien les données auxquelles je m'attendais. Le problème, c'est que du coup, il va falloir peu ou prou adapter toutes les requêtes qui viennent de votre applicatif pour l'adapter à cette stratégie. Donc ça peut être un peu difficile à faire, et surtout, si vous vous plantez, en fait, vous faites ce qu'on appelle une fuite de données. C'est-à-dire que vous fuitez les données d'un tenant, par exemple le tenant 1, sur le tenant 2. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez vraiment pas faire quand vous faites du multi-tenant. Donc en termes d'isolation des données au tenant, cette solution, on a jugé qu'elle n'était pas terrible. Il y a d'autres inconvénients, par exemple celui de faire des backups et des dumps. En fait, il n'y a aucun outil dans les systèmes de base de données qui vous permettent de faire des backups et des dumps selon la valeur d'une des colonnes en discriminant.
Malheureusement, ce n'est pas possible, ce qui fait que vous aurez des backups et des dumps très très lourds avec les données de tous les tenants, ce qui est un peu embêtant, notamment si par exemple vous voulez investiguer un bug en production sur un tenant en particulier, le dumper de façon anonymisée sur votre env de dev, bah, ça va être compliqué, ça va être lourd à faire et ça ne va pas être pratique. Un autre argument pour nous, c'était celui de passer de l'univers monotenant à l'univers multitenant de façon assez facile. En fait, cet exemple illustre assez bien, mais si j'ai deux bases de données, une pour le tenant 1 et l'autre pour le tenant 2, et que dans ces deux bases de données, j'ai la table offre avec l'ID 1. Au moment où je vais mutualiser tout ça dans une seule et même table, en fait, je vais casser la contrainte d'unicité sur mes PK. Pourquoi? Parce que la PK, ici, c'est une séquence, tout simplement. Ce n'est pas un UID random. Et donc, du coup, il va falloir faire un petit script pour adapter l'assimilation d'un nouveau tenant à la base de données mutualisée. Donc, ça rajoute un petit peu de complexité, dont on se passerait bien. Et enfin, le dernier inconvénient, ça c'est plutôt lié à notre techno pour le coup. Nous on utilise Postgres, qui est une base de données qui est centralisée. Le problème, c'est que plus vous ajoutez de tenants à votre base de données mutualisée, et plus vous allez avoir de volume, de requêtes qui vont passer, et plus vous allez vouloir ajouter de ressources. Donc vous allez scaler verticalement. Or, à un moment, vous allez atteindre tout simplement la limite de la plus grosse machine que vous pouvez mettre sur votre cloud provider. Et à ce moment-là, vous pourrez plus scaler tout simplement. Donc ça fait beaucoup d'inconvénients pour nous. On a regardé ce qui se passait avec d'autres stratégies, comme celle du schéma discriminant. Le schéma, c'est ce qui vous permet, dans une base de données, de définir votre modèle, vos relations, vos contraintes. Et des schémas, en fait, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc autant en créer une par tenant. Si vous faites ça, encore une fois, le contrat, il est rempli. Vous avez fait une base de données multi-tenant. Donc vous avez des coûts et une maintenance par base de données qui va être plus faible. Si je reprends la requête de tout à l'heure, le select étoile from public.offer, là on s'aperçoit qu'il va falloir aussi un petit peu adapter les requêtes qui viennent de l'applicatif. Ici, par exemple, je vais devoir adapter le nom du schéma, ça sera plus public, ça sera tenant 2. Et là, je retrouve bien les données de mon tenant 2. C'est un petit peu mieux quand même du point de vue de l'isolation des données. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a segmenté de façon logique nos données. C'est difficile de faire fuiter de la donnée avec cette solution. On peut toujours le faire, notamment si par exemple vous amusez à faire des jointures cross-schéma ou ce genre de choses. Mais c'est un petit peu mieux, pourquoi? Parce qu'on a isolé logiquement les données. En revanche, physiquement, elles restent exactement sur la même base, donc la fuite de données reste possible. La bonne nouvelle, c'est que pour les backups et les dumps, on a un outil qui est tout fait. En fait, tous les outils de base de données vous permettent de backuper et de dumper des schémas en particulier. Donc ça, c'est super, parce que du coup, pour la migration, ça simplifie vachement les choses. On n'a qu'à prendre notre base de données monotenant, on la backup et on la dump dans un schéma dans notre base de données multitenant, et en fait, on a terminé. Donc la migration se fait sans problème. Malheureusement, il reste toujours l'argument de la performance. On reste toujours sur Postgres, et donc on scale verticalement. Et ça, cette solution n'offre pas de nouvel avantage vis-à-vis de ce critère-là. Donc on a vu nos deux solutions et maintenant on va en choisir une, laquelle. Et en fait, il y a une dernière solution qui est possible. Jusqu'à maintenant, je vous parle d'univers monotenant, d'univers multitenant, comme si c'était vraiment deux univers distincts. Mais en fait, il n'y a rien qui empêche de faire un petit peu des deux. Et c'est la solution vers laquelle on s'est dirigé. C'est-à-dire avoir des serveurs applicatifs qui soient multitenant et des bases de données qui soient monotenantes. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ce n'était pas le but, et vous auriez complètement raison. À l'origine, on voulait faire des bases de données qui soient multitenantes pour diminuer les coûts et maintenance par base de données. Avec cette solution, en fait, on va avoir autant de bases de données qu'on a de clients. En revanche, sur tous les autres critères, on va être très très bien. Sur celui de l'isolation des données des tenants, en fait, on a juste à pointer sur le bon data store depuis notre parc applicatif, et c'est bon. On est isolé physiquement, les données sont isolées physiquement les unes des autres, donc on ne peut pas être mieux. Pour tout ce qui est complexité de migration, backup et dump, c'est des choses qu'on savait déjà faire, donc en fait, il n'y a même pas besoin de s'adapter, et ça, c'est plutôt positif pour nous. Maintenant, du point de vue de l'optimisation des performances, là, ça devient assez intéressant. Là où Postgres, c'était un inconvénient dans les solutions précédentes, ça devient un avantage maintenant. En fait, si vous avez un petit client, il n'a pas besoin d'énormément de ressources, donc vous allez lui donner une petite base de données. En revanche, si vous avez un gros client, il aura besoin de beaucoup de ressources, vous mettez une grosse base de données. Le fait d'avoir une base de données centralisée ici, en fait, ça va permettre de fine-tuner au tenant le besoin, et ça, c'est plutôt bien. Si je récapitule un peu les avantages et inconvénients de chaque solution, ça donne ce tableau-là. Alors évidemment, c'était vis-à-vis de nos contraintes à nous. Dans votre modèle à vous, une colonne discriminante ou un schéma discriminant, ça pourrait très très bien faire l'affaire. Nous, on s'est plutôt orienté vers la solution de
de base de données monotenantes, notamment parce que le critère d'isolation des données autonantes, il était vraiment, vraiment très important pour nous. Maintenant, ça demande quand même d'adapter un petit peu la partie applicative, notamment pour être sûr que notre parc applicatif multitenant il pointe sur le bon data store. Et ça demande de faire ça de façon transparente et efficace pour les développeurs. Et c'est ce dont va vous parler Nelson. Alors maintenant qu'on a vu du coup côté base de données comment ça se passait, on va voir côté applicatif, justement quels sont les impacts et comment on fait pour aller chercher la bonne base de données ou le bon schéma ou la bonne colonne discriminante. Et on va essayer de faire ça de manière la plus transparente possible pour les développeurs, parce que l'idée derrière en fait c'est que si le développeur à chaque fois il se pose la question de quel tenant on est en train de parler, dans quel data store il faut que j'aille, déjà ça va ajouter de la charge mentale et il y a forcément un moment où on va se planter. Et ce qui peut arriver de pire, Polo l'a dit, c'est qu'on fasse fuiter de la donnée d'un tenant vers un autre tenant, et on cherche absolument à éviter ça. En fait, déjà, avant de se poser la question de comment on fait tout ça, il y a quelques prérequis à avoir en tête pour pouvoir rendre l'application multitenant. Le principe d'une application multitenant, c'est que votre application, elle devient mutualisée. Donc c'est la même instance d'une application qui va servir plusieurs clients. Du coup, en fait, tout ce qui va être spécifique par client, il va falloir que vous oubliez, parce que c'est la même instance de l'application qui va servir tout le monde. Du coup, le premier point, c'est qu'il va falloir faire ce que j'ai appelé du vrai SaaS, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de version spécifique par client. Quand on fait du monotenant, on peut se permettre, des fois, de faire un développement spécifique pour un client et de lui faire une version spécifique et de la déployer. Là, c'est plus possible, parce que c'est la même instance qui sert tout le monde. Du coup, chaque développement spécifique, il faut oublier, ça va être pareil pour tout le monde. Deuxième point, c'est qu'il va falloir livrer sans interruption de service. En fait, quand vous êtes en monotenant, vous pouvez souvent vous permettre de livrer avec interruption de service, parce que vous allez prévenir votre client à l'avance, vous allez vous mettre d'accord sur une date à laquelle vous pouvez couper le service pour faire votre mise à jour. C'est un peu chiant, mais c'est gérable. Quand vous êtes en multitenant, en fait, comme c'est la même instance de l'application pour tout le monde, vous allez couper tout le monde en même temps. Et vos clients, ils vont jamais tous être d'accord pour couper en même temps. Donc ça devient ingérable, et vous allez devoir réussir à livrer sans interruption de service. Et le dernier point, si vous choisissez des bases de données dédiées, comme nous, c'est qu'il va falloir faire en sorte que vos applications sachent démarrer sans base de données. Parce qu'en fait, votre application est mutualisée, votre base de données est spécifique au tenant, donc au moment où votre application elle démarre, elle ne connaît pas encore forcément le tenant sur lequel elle va devoir se connecter, donc elle n'est pas forcément capable déjà de se connecter à la base de données. Ça peut paraître tout bête, mais si vous utilisez des frameworks comme Hibernate, comme Spring Batch, il y a un peu de complexité derrière et il y a quelques workarounds à mettre en place pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est les premiers points à avoir en tête. Maintenant, une fois que vous avez adressé tout ça, là, vous pouvez commencer à vous poser la question de comment vous allez faire pour faire évoluer votre application et qu'elle devienne multitenant de manière assez transparente. Nous, pour faire ça, on l'a fait avec une solution à base de Scope Spring. Alors, j'ai parlé de Spring parce que c'est ce qu'on utilise, mais ce que je vais dire n'est pas spécifique à Spring. Ça s'applique à peu près à tous les frameworks d'injection de dépendance. Alors, le principe d'un Scope Spring, déjà, juste pour qu'on ait tous les bases, c'est ce qui va gérer le cycle de vie des bins que vous créez. Donc, vous pouvez créer des bins et vous allez dire à Spring, par exemple, que c'est un bin en scope singleton. Ce que ça veut dire, c'est que votre bin va être créé au démarrage de votre application, il va vivre tout le long de votre application, et il va être détruit quand votre application va être détruite. Et à chaque fois que vous allez vouloir vous injecter une instance de ce bin-là, ça va être la même instance qui va être injectée partout. Vous avez d'autres scopes, le scope prototype par exemple, qui vous dit que vous allez avoir une nouvelle instance à chaque fois que vous l'injectez quelque part. Et suivant les contextes dans lesquels vous êtes, vous pouvez avoir des scopes session, request, si vous êtes dans du web par exemple. Il y a plein de scopes disponibles qui existent. Alors comment ça marche si on prend le cas d'un singleton? Donc je vais avoir une application qui est ici, donc une application Spring, dans laquelle je vais avoir un contrôleur, par exemple le User Listing Controller, qui s'injecte un service, mon User Service. Donc ça se fait de manière classique avec la notation auto-wired par exemple. Pour que ça fonctionne, je vais avoir une configuration Spring qui ressemble à ça. Donc une simple classe de configuration avec une méthode à noter addBin qui me renvoie une instance d'un user service. En fait, ce qui se passe derrière, quand vous avez ça, c'est qu'à un moment, Spring il va voir que dans votre contrôleur, il faut injecter un service, et il va aller demander à ce qu'on lui fournisse une instance justement du user service à injecter. Ça, il le fait avec une classe que j'ai représentée ici et que j'ai appelée SingletonScope. En fait, il va demander à cette classe, donne-moi une instance du user service à injecter dans le contrôleur. Cette classe-là, si on la schématise, en gros, c'est une grosse map dans laquelle Spring va stocker tous les bins qu'il a déjà instanciés. Donc le premier truc qu'il va faire, quand on lui demande de fournir une instance du service à injecter, c'est qu'il va aller regarder dans sa map s'il a une instance du user service. Là, la map est vide, donc ce n'est pas le cas. Donc en fait, il va aller appeler la classe de configuration et la méthode user service pour récupérer une instance du user service. Ça va instancier une instance et la renvoyer directement au SingletonScope. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il stocke ça dans sa map, comme ça il l'aura pour la prochaine fois, et c'est cette instance-là qui est renvoyée à Spring
et injecté directement dans le contrôleur. Maintenant, admettons que j'ai un deuxième contrôleur, cette fois le User Update Controller, qui s'injecte le même service, mon User Service. Là, ce qui se passe, rebelote, on rentre dans la même boucle, c'est-à-dire que Spring va demander au singleton scope de lui fournir une instance du User Service, sauf que cette fois, elle existe dans la map. Du coup, en fait, l'instance qui va être envoyée, c'est celle-là. Et elle va être injectée directement dans mon contrôleur. Ce qu'on voit là, du coup, c'est que c'est la même instance qui a été injectée dans les deux contrôleurs. Et en fait, c'est comme ça que Spring garantit le scope singleton et garantit que vous allez avoir une seule instance qui va être injectée partout. Donc ça, c'est le principe pour le singleton scope, et vous avez des principes assez similaires pour les autres scopes. C'est très schématique, ça ne se passe pas tout à fait exactement comme ça, il y a pas mal de magie autour des proxys que je n'ai pas mis ici pour ne pas complexifier, mais dans les grandes lignes, c'est ce qu'on a besoin de comprendre pour la suite. Et la suite, justement, c'est comment nous, on a appliqué ça dans notre contexte multi-tenant pour rendre tout ça transparent pour les développeurs. Et en fait, on a utilisé une notion dont je n'ai pas encore parlé, qui sont les scopes custom de Spring. C'est-à-dire que Spring, en fait, il vous fournit des scopes, donc singleton, prototype, etc., mais il vous permet aussi de définir vos propres scopes. Vous pouvez fournir votre implémentation du scope. Et nous, c'est ce qu'on a fait, et on a créé un scope qu'on a appelé le scope tenant. Donc pour vous expliquer ça, j'ai représenté l'application Miracle, donc une application web avec 3 bases de données, parce qu'on va dire que là, ça sert 3 tenants différents, vu qu'on a des bases de données dédiées. Ce qui se passe, c'est que notre application, c'est une application web. Donc en général, le traitement, il est initié par une requête HTTP. Donc j'ai pris mon navigateur web préféré, qui va faire une requête sur mon application Miracle. Premier truc qu'on voit, c'est que la requête, elle se fait sur tenant1.miracle.net. En fait, toutes nos URL, elles sont normalisées. C'est le nom du tenant.miracle.net. Comme ça, quand on arrive sur le serveur, on sait directement de qui on parle. Le premier truc qui se passe, c'est que notre requête, elle va arriver sur un filtre qu'on a appelé le tenant filter. Ça, en fait, c'est un filtre J2E assez classique qui va avoir pour rôle d'aller parser l'URL et d'aller identifier le tenant duquel on est en train de parler. Une fois qu'elle a fait ça, en fait, ce que va faire ce filtre, c'est qu'il va aller stocker ça dans une classe qu'on a appelée, nous, le tenant holder, qui est juste une classe qui va mémoriser de quel tenant on est en train de parler et qui va donner cette information à chaque fois qu'on lui demande. Donc dans mon tenant holder, je vais stocker le fait que je parle du tenant 1. Dès que ça c'est fait, notre requête va sortir du filtre et elle va être traitée comme n'importe quelle requête HTTP qui arrive dans notre application. Et il y a un moment où il y a des chances qu'elle arrive par exemple sur un DAO, parce que je vais vouloir insérer de la donnée en base ou lire de la donnée en base. Là, à ce moment-là, dans mon DAO, il va falloir que je me connecte à une base de données. La question, c'est laquelle, vu que j'ai 3 bases de données. Et en tant que développeur, je n'ai pas trop envie de me poser la question, parce que je ne veux pas oublier, je ne veux pas faire de bêtises, et je ne veux pas me préoccuper de ça. Donc ce qu'on fait classiquement dans une application monotenant pour se connecter à la base de données, c'est que dans mon DAO, je vais m'injecter une data source, et c'est cette data source qui va me permettre de communiquer avec la base de données. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a une classe de configuration qui ressemble à ça. Donc assez classique, une méthode à noter admin qui va renvoyer une instance de la data source. Il y a quand même 2 trucs à noter dans cette classe de config. La première, c'est qu'on s'injecte le tenant holder dans la data source. On a une dépendance, en fait, dans la méthode data source. On a une dépendance pour construire la data source. On a besoin du tenant holder parce qu'on a besoin de savoir de qui on est en train de parler, parce qu'on va vouloir créer une data source spécifique au tenant pour lequel on est en train de parler. Le deuxième point, c'est qu'on a une annotation @tenantscope. En fait, cette annotation-là, c'est une annotation à nous qui va dire à Spring, ne me crée pas un singleton, crée-moi un bin qui a le scope tenant. Et le scope tenant, c'est un scope à nous qu'on a implémenté. Donc on a une classe qui s'appelle tenantscope et qui va suivre à peu près le même principe que le singleton scope que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc cette classe-là, elle va être appelée par Spring pour fournir une instance de la data source à injecter dans le DAO et elle va devoir fournir cette instance de data source. Le tenantscope, si je le schématise, en fait, ça ressemble beaucoup au singleton scope que je vous ai présenté tout à l'heure. Concrètement, c'est une grosse map dans laquelle on va stocker les bins qui ont déjà été instanciés. Mais il y a une différence, c'est qu'en fait, il y a une dimension en plus dans la map. On a la première colonne que j'ai représentée ici, qui est le tenant auquel appartient le bin. En fait, notre tenantscope, quand on lui demande une instance de la data source à injecter dans le DAO, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va déjà demander au tenant holder de qui on est en train de parler. Donc le tenant holder va lui dire qu'on parle du tenant 1. Du coup, en fait, mon tenantscope va aller regarder dans les bins du tenant 1 si j'ai déjà une instance de ma data source. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. J'ai des instances de la data source pour le tenant 2, tenant 3, mais pas pour le tenant 1. Du coup, comme un scope classique, il va aller demander à la classe de config d'aller lui fournir une instance de la data source. Donc là, ma classe de config va créer une data source spécifique pour le tenant 1, puisque j'ai une dépendance vers le tenant holder qui va lui dire qu'on parle du tenant 1. Et c'est cette instance-là qui va être envoyée à mon scope. Le scope va le stocker dans la map pour le tenant 1 et va renvoyer cette instance directement à mon DAO.
Donc là, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai bien injecté ma data source dans mon DAO. Par contre, cette data source-là, elle est spécifique au tenant 1. Du coup, j'arrive à me connecter directement à la base de données du tenant 1. Ça fait beaucoup de bazar, mais il y a un vrai avantage, c'est que moi, en tant que développeur du DAO, je ne me suis posé aucune question. Je me suis injecté la data source exactement de la même façon que je l'aurais fait dans une application monotenant, sans me poser la question du tenant duquel on était en train de parler, et ça fonctionne automatiquement, et je n'ai pas de risque de me connecter à une mauvaise base de données. Il y a du bazar à mettre en place pour que tout ça, ça fonctionne. Il faut mettre en place le tenant filter, le tenant scope, le tenant holder. Mais une fois que c'est fait, et vous le faites qu'une seule fois, au jour le jour, dans vos projets, vous ne vous posez plus jamais la question. Vous injectez juste les bins, comme dans une application monotenant, et tout fonctionne un peu comme par magie. Il y a un autre intérêt à ça, c'est qu'en fait, ça va pouvoir s'appliquer à d'autres briques d'infrastructure que vous pouvez avoir. Par exemple, nous, on fait du Kafka. Je pense que vous connaissez à peu près le principe. Au milieu, j'ai représenté un topic Kafka. À gauche, j'ai une application A qui va jouer le rôle de producer, donc qui va produire des messages dans le topic Kafka. Et à droite, une application B qui va jouer le rôle de consommateur, l'inverse, gauche et droite. Mon consommateur, du coup, qui va aller consommer les messages dans le topic Kafka. Ce qui se passe, c'est que nos topics Kafka, nous, on les a pensés multi-tenant, c'est-à-dire qu'on a des messages de plusieurs tenants qui sont mélangés au sein du même topic Kafka. Côté production des messages, donc application A, à droite, je vais avoir un tenant holder, du coup, dans mon application, qui va savoir qu'on est en train de parler du tenant 1, parce qu'il a reçu une requête HTTP, par exemple, sur tenant1.miracle.net. Au moment où je vais produire mes messages, en fait, il va falloir que je sache que je suis en train de parler du tenant 1 dans mon message. Ce qu'on fait, nous, pour ça, c'est qu'on va utiliser la notion de header Kafka. En fait, dans les messages Kafka, vous avez une notion de body, qui est le contenu de votre message, et vous avez aussi une notion de header, qui vous permet d'ajouter des métadonnées sur ces messages. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que notre librairie de production des messages, le premier truc qu'elle fait avant d'envoyer le message dans le topic, c'est qu'elle va aller lire la valeur du tenant dans le tenant holder, et elle va stocker cette info dans le header du message Kafka. En fait, grâce à ça, quand le message il est envoyé dans le topic Kafka, on sait que c'est un message qui appartient au tenant 1. Et tous nos messages, en fait, ils portent cette information pour que côté consommation, on arrive à retrouver nos petits. Et côté consommation, du coup, quand on va consommer un message, le premier truc que va faire notre librairie de consommation de messages, c'est qu'elle va aller lire la valeur de ce header et elle va aller alimenter le tenant holder de sa propre application. En fait, grâce à ça, là, je sais, dans mon application B, je suis en train de parler du tenant 1 et surtout, je vais retomber dans tous les mécanismes que je vous ai présentés juste avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon tenant holder il est correctement alimenté, si je m'injecte par exemple une data source dans mon DAO, ça va être la data source du tenant 1 et je vais pouvoir faire mon processing pour le tenant 1. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que le tenant holder, dans un cas, je l'alimente avec une requête HTTP, dans l'autre cas, je l'alimente à partir d'un header Kafka. Peu importe, mais ça me permet de me remettre dans mon mécanisme d'avant et dans un peu la magie de mes injections grâce à mon scope custom. Et en fait, juste en adaptant la façon dont vous alimentez le tenant holder, vous allez réussir à rester assez transparent pour tout le monde. Et nous, c'est nos librairies de production et de consommation des messages qui gèrent ça. Donc au jour le jour, le développeur n'a pas besoin de se poser trop la question. Un dernier exemple de comment on peut l'adapter, c'est OpenSearch. Nous, on utilise OpenSearch pour tout ce qui va être recherche dans notre catalogue, donc offres et produits concrètement. On a un index qui est un index offers, du coup, qui stocke tous les offres de nos clients. Cet index-là, c'est pareil, on l'a pensé multi-tenant. Donc on a des documents de plusieurs tenants qui sont mélangés au sein du même index. Chaque document, il est porteur du tenant auquel il appartient. Donc en fait, on a un champ qui s'appelle tenant ID dans chacun de nos documents, qui permet de savoir qu'on parle du tenant 1, du tenant 2 ou du tenant 3. Et côté applicatif, du coup, on a une application qui expose un endpoint qui permet d'exporter les offres pour un tenant donné. Donc tenant1.miracle.net/offers, ça va exporter tout ça. Donc je sais que je suis en train de parler du tenant 1, comme d'habitude dans mon application. Et si je veux requêter mon cluster OpenSearch sans faire de bêtises, côté applicatif, je vais devoir créer une requête qui ressemble un peu à ça. Donc en gros, une requête sur laquelle je demande à OpenSearch de filtrer sur tenant ID est égal à tenant 1. Et cette requête-là part sur mon index OpenSearch et tout fonctionne. Le problème de ça, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas super transparent, parce qu'à chaque fois, il faut que je me pose la question de la requête que je dois construire, et il faut que je pense à rajouter ce filtre, et si j'oublie, j'ai tous mes documents qui fuitent. Pour rendre ça plus transparent, nous, on s'est basé sur un autre concept OpenSearch, qui est le concept d'alias. En fait, avec OpenSearch, vous pouvez créer des alias qui sont des pointeurs vers un index. Donc vous pouvez dire que, par exemple, l'alias offers_tenant1 va pointer vers mon index offer. Côté applicatif, plutôt que d'aller requêter sur l'index offers, je peux aller requêter directement sur l'alias. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, derrière, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer ce qu'on appelle les filters d'alias. Et le principe du filter d'alias, c'est que vous appliquez un filtre à votre alias directement. Donc quand vous créez l'alias,
vous lui dites qu'à chaque fois que je vais faire une requête sur cet alias, ce filtre doit être appliqué. Et là, OpenSearch va vous garantir que ce filtre va être appliqué, peu importe la requête que vous faites. Vous pouvez rajouter les critères de filtre, celui-là va toujours se rajouter par-dessus. Du coup, en fait, votre alias, il vient spécifique à votre tenant 1 et il n'expose que les documents du tenant 1. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un alias par tenant, avec le bon critère de filtre, du coup, qui correspond au tenant. Et notre application, elle s'interdit d'aller taper sur l'index offer directement, mais elle ne tape que sur ces alias. L'intérêt de ça, c'est que ça redevient transparent pour le développeur. En fait, notre librairie de query OpenSearch, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une indirection. Le développeur a l'impression de taper directement sur l'index offer, mais derrière, il y a une indirection pour aller taper sur le bon alias. Et je sais que le critère de filtre va être ajouté, peu importe la query que je suis en train de construire. Je pense que vous avez compris le principe de comment on décline ça aux différentes briques d'infrastructure. Je pourrais continuer des heures pour vous expliquer comment on l'a fait sur nos autres briques. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette solution-là, elle est assez transparente du coup pour les développeurs. On l'a vu, il y a une contrainte qui est de devoir mettre en place toute la logique au début. Vous le faites une fois, après vous y touchez plus. Il faut faire quand même sacrément gaffe, c'est des classes assez critiques. Nous, on les a vraiment testées, surtestées et beaucoup de reviews dessus, parce que c'est là où il peut y avoir des problèmes et là où on peut faire des mauvaises indirections et exposer de la donnée d'un tenant vers un autre tenant. Mais une fois que c'est fait, que c'est bien testé, en théorie, vous n'y touchez plus et vous ne vous posez plus jamais la question. Deuxième point, c'est que c'est très adaptable. On l'a vu, ça marche pour la data source, ça marche pour Kafka, ça marche pour OpenSearch. Ça peut marcher pour plein d'autres cas. Si je vous prends juste un exemple rapide, nous, on a des batchs, par exemple, donc des jobs qui démarrent à intervalles réguliers avec des schedulers. Le scheduler, au moment où il démarre le job, il sait pour quel tenant il démarre le job. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller stocker la valeur du tenant dans le tenant holder, et à partir de là, encore une fois, je retombe dans le même mécanisme, et j'ai adapté ça pour mon batch. Et du coup, c'est assez évolutif. En fait, le seul truc qu'il y a à faire, c'est d'alimenter correctement le tenant holder. Des fois, vous allez le faire depuis une requête HTTP en regardant l'URL, des fois depuis un message Kafka en regardant le header, des fois depuis un scheduler d'un batch. Vous allez juste à fournir la bonne implémentation qui correspond à votre cas d'utilisation pour remplir le tenant holder. Et dès que c'est fait, la magie de Spring reprend le relais et tout fonctionne de manière assez magique. Donc ça, c'est ce que nous, on a choisi de faire côté applicatif. Une fois qu'on a tout ça, c'est plutôt cool, ça fonctionne bien. Mais il y a quand même quelques bonnes pratiques qu'il faut avoir en tête pour ne pas faire de bêtises une fois que ça part en prod. Donc jusqu'ici, on a beaucoup regardé ce qui se passait du point de vue du développement. Mais quand vous êtes en production, il y a des choses qui peuvent mal se passer. Pour éviter ça, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et la première, c'est mettre des quotas et vraiment, vraiment beaucoup de quotas. En fait, vous allez mutualiser les différentes ressources pour tous vos tenants au même endroit, et il n'y a rien, a priori, qui empêche un tenant de s'accaparer toutes ses ressources pour lui, et donc d'empêcher le service pour les autres tenants. Si je prends un exemple assez concret, dans mon serveur d'application, j'ai un pool de connexion HTTP. Ce pool de connexion, tous les tenants vont taper dedans. Mais il n'y a rien qui empêche un tenant un peu gourmand de phagocyter le pool de connexion, de s'accaparer toutes les connexions du pool, et à ce moment-là, les autres tenants, ils ne peuvent plus se connecter au service. En fait, un tenant peut en impacter un autre. Et ce que vous voulez, c'est limiter cet impact au maximum et le plus tôt en amont dans la chaîne. Pour faire ça, nous, en fait, on a mis en place une API Gateway. Elle a plein de responsabilités, notamment deux. La première, ça va être de limiter un maximum le nombre d'appels API possibles par tenant. Alors ça, que vous soyez en monotenant ou en multi-tenant, c'est une bonne pratique courante. Par exemple, concrètement, moi je ne veux pas que n'importe lequel de mes clients spamme l'API de listing de commandes 100 fois par seconde. Il y a une autre responsabilité de l'API Gateway, c'est qu'en fait, c'est elle qui va limiter le nombre de pools de connexion possibles par tenant. Et donc, du coup, ça va éviter le problème dont je vous parlais, qui est le phagocytage de pools de connexion. Nous, on n'a pas ce problème du côté de la base de données, mais si vous faites de la base de données multitenant, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place également. Il y a un pool de connexion à la base de données, et il faut le limiter en fonction du tenant. Une autre bonne pratique, c'est de monitorer un maximum, et de segmenter votre monitoring au tenant. Bon, ça peut paraître la base, mais la base, c'est souvent utile. Avoir le tenant ID dans les logs, c'est un must-have. Il n'y a rien de plus frustrant qu'être en production et ne pas avoir les outils nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes qui arrivent. Filtrer sur le tenant ID, ça vous permet notamment de savoir ce qui se passe sur un tenant donné. Et dans le cas d'un bug applicatif, ça peut être intéressant. La deuxième chose que vous voulez faire, c'est mettre en place beaucoup de dashboards et de monitoring. Alors, il y a du monitoring technique que vous voulez mettre en place. Je parlais des
des pools de connexion HTTP tout à l'heure, mais en fait, vous pouvez mettre un dashboard HTTP en place avec le nombre de 200, de 400, de 500 par exemple, qui vont passer sur tout votre parc applicatif et segmenté par tenant. L'avantage, c'est que visuellement, par exemple, s'il y a un problème, vous allez tout de suite voir si ça cible un tenant en particulier ou si c'est votre application qui a un problème. Enfin, des dashboards techniques, c'est bien. Des dashboards métiers, c'est bien aussi. Vous l'aurez compris, nous, l'import d'offres, c'est quelque chose d'assez volumique dans notre domaine. Donc, c'est quelque chose qu'on va vouloir traquer au tenant pour savoir ce qui se passe. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que du monitoring, il faut en faire beaucoup. Après, on ne va pas en faire une infinité non plus. On pourrait s'étaler sur ce sujet toute la journée. Mais il faut surtout penser à le segmenter par tenant. Ça, c'est vraiment la bonne pratique à avoir. Il y a une dernière bonne pratique importante. Ça va être de limiter ce qu'on appelle le blast radius. En fait, ce qu'on a vu, c'est que nos applications sont mutualisées. Potentiellement, nos bases de données peuvent l'être aussi. Du coup, quand il y a un problème sur une application, ça va avoir tendance à impacter à peu près tout le monde en même temps. Ce qui n'est pas super, parce que si tous vos clients sont plantés en même temps, ça va être un peu la galère à gérer. Du coup, on va chercher à limiter un peu l'impact qu'un tenant peut avoir sur un autre tenant, et surtout qu'un problème peut avoir sur l'ensemble de nos tenants. En fait, nous, by design, déjà, notre infrastructure, elle limite un peu le blast radius, parce qu'on veut être hébergé au plus proche de nos clients, pour des raisons évidentes de latence et de performance, et on a des clients un peu partout dans le monde. Donc on déploie sur plusieurs clusters, un peu partout dans le monde, là où on a des clients. Donc on va avoir des clusters en Amérique du Nord, on va avoir des clusters en Europe. Ce qui fait que si par exemple, on a un problème sur le cluster américain, déjà nos clients européens ne sont pas impactés. Maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe dans une région spécifique, en Europe par exemple, en fait, plutôt que de mettre tous nos œufs dans le même panier, on va déjà déployer plusieurs clusters. C'est la même raison. Si par exemple j'ai un problème sur un de mes clusters Kubernetes, je ne veux pas que tous mes clients européens soient plantés en même temps. Du coup, déjà, on va un peu répartir et mettre nos différents clients dans différents clusters pour éviter de trop mutualiser. Ensuite, au sein d'un cluster, ce qu'on fait, c'est qu'on a une notion logique à nous qui s'appelle le client group. Le client group, en fait, ça va représenter un ensemble d'applications mutualisées. En fait, dans un client group 1, par exemple, je vais avoir 2 instances de l'application 1, 2 instances de l'application 2, qui vont servir 3 clients. Donc 3 bases de données dédiées, puisqu'on est sur des bases de données dédiées. Et ces instances applicatives, du coup, elles sont mutualisées pour ces 3 clients-là. Et à côté de ça, je vais avoir un deuxième client group, qui va être le client group 2, dans lequel je vais avoir, cette fois, 2 instances de l'application 1, 3 instances de l'application 2, pour 4 bases de données, donc pour 4 de mes clients. L'intérêt de ça, c'est que par exemple, si j'ai un problème sur mon parc applicatif du client group 1, en fait, je vais planter que 3 clients, plutôt que de planter 7 clients si j'avais tout mis au même endroit. Mais en fait, cette notion de client group, elle nous permet un peu de segmenter comme ça et d'aller répartir pour limiter ce blast radius, justement. L'autre point intéressant, c'est que dans la vraie vie, en fait, ça ressemble un peu plus à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des très gros clients, vous allez avoir des plus petits clients, et vous n'avez pas envie de mettre tous vos gros clients au même endroit. Parce que si ça plante dans le client group où il y a tous vos gros clients, vous allez planter tous vos gros clients en même temps. Donc ça, en fait, ce découpage avec les client groups, il va vous permettre de répartir un peu pour faire en sorte de mettre les gros clients un peu dans des client groups différents, pour faire en sorte que s'il y a un problème sur un client group, il n'y ait pas tous vos gros clients qui soient plantés en même temps. Ça permet aussi de lisser un peu la charge. Parce que si vous mettez toutes vos grosses bases de données au même endroit, il y a moyen que vos applicatifs ils soient un peu surchargés dans ce client group-là, alors que l'autre client group, il ne va pas faire grand-chose. Du coup, cette notion de client group permet vraiment de faire des choses comme ça et d'aller répartir un peu la charge et de limiter le blast radius. On peut même imaginer des configurations un peu différentes. Par exemple, on peut imaginer un client group 3 dans lequel on va avoir une instance de l'application 1, une instance de l'application 2, mais qui vont être dédiées à un seul client. Là, en fait, on vient un peu de recréer une architecture monotenant au sein de notre architecture multitenant. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec notre découpage. Dernier exemple, on peut avoir la même chose, du spécifique pour un tenant, mais avec de la redondance cette fois parce que les besoins sont un peu différents, donc 2 instances de l'application 1, 2 instances de l'application 2. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de multitenant versus monotenant. En vrai, une vraie architecture multitenant, c'est un peu un mélange de tout ça. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des briques qui sont dédiées à certains clients, donc nos bases de données parce qu'on a choisi des bases de données dédiées, et mes applicatifs dans le client group 3 et dans le client group 4 qui sont dédiés à un seul client. Ça, en fait, dans une architecture multitenant, c'est des briques qu'on va appeler silotées ou siloed, des briques dédiées à un client. Et à côté de ça, vous avez des briques qui sont mutualisées. Mes applications dans le client group 1 et dans le client group 2, elles sont mutualisées pour plusieurs clients. Ça, c'est des briques qu'on appelle pooled pour mutualiser. Et en fait, une architecture multitenant, ça va être un mélange et un équilibre entre des briques mutualisées et des briques silotées. Et il n'y a pas vraiment de bonne réponse, en fait. Ça va dépendre vraiment de vos use cases. Globalement, plus vous allez mutualiser, plus vous allez économiser en coûts,
mais plus vous prenez le risque que s'il y a un problème, ça impacte un grand nombre de clients. Et plus vous allez siloter, plus ça va vous coûter cher, mais plus vous allez pouvoir faire du spécifique, et plus vous allez pouvoir limiter un peu ce blast radius. Et nous, en fait, on itère un peu comme ça, on a beaucoup itéré, on a quelque chose d'à peu près stable aujourd'hui, mais cette notion de client group nous permet de trouver le bon équilibre et d'ajuster au fur et à mesure en fonction de ce qu'on veut mutualiser et de ce qu'on veut siloter, en fonction vraiment de nos besoins. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne côté applicatif, et je vais laisser Polo conclure. Ça fait 8 ans que Miracle fait du multi-tenant. Vous l'avez vu, c'est le fruit de beaucoup d'améliorations continues. On espère que via cette présentation, vous vous lancerez dans l'aventure aussi et que ça vous aidera. La solution qu'on a, on la trouve plutôt robuste. On n'a jamais eu de gros problèmes en production et notamment, on n'a jamais eu de fuite de données. Si vous vous rappelez, c'est le plus gros problème qu'on pourrait avoir en faisant du multi-tenant. Le fait de ne pas en avoir eu, on est plutôt satisfait de ça. Ça montre la robustesse de la solution. On trouve que l'architecture est beaucoup plus simple. En fait, notamment aujourd'hui, on a notre architecture mutualisée, mais le déploiement peut être siloté ou mutualisé. Et donc, du coup, ça nous offre une grande flexibilité dans ce qu'on fait au quotidien. On ne va pas se le cacher, l'argument principal, c'était de gagner de l'argent. Et en réalité, on en a gagné beaucoup en faisant ça. Donc, on est plutôt content de ce point de vue-là. En revanche, il y a encore des briques techniques qui nous coûtent de l'argent. Notamment la base de données, vous l'aurez compris, elle est monotenante. Donc, aujourd'hui, ça coûte très cher, notamment en maintenance. En revanche, rétrospectivement, quand on voit les différentes solutions qu'on regardait tout à l'heure, on pense qu'on a fait le bon choix. Tout simplement parce que déjà, il y a des avantages quand même. Les backups et les restores, ils sont assez simples à faire. Mais aussi parce que la volumétrie sur certaines bases, elle est moindre et ça nous permet vraiment de fine-tuner au tenant. Enfin, on n'a pas été tout à fait honnête avec vous. Il reste un de nos serveurs applicatifs qui est monotenant. Si vous avez écouté Nelson et les prérequis qu'il donnait pour faire du multi-tenant dans les serveurs d'application, il parlait du fait d'avoir une application qui, au démarrage, n'avait pas besoin de se connecter à la base de données. Or, c'est le cas de nos applications Spring Batch encore aujourd'hui. Et c'est un sujet qu'on est en train de tacler pour passer nos applicatifs Spring Batch en multi-tenant. C'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer un tour sur notre blog technique. Vous trouverez différentes présentations un peu du même acabit, donc vous devriez trouver votre bonheur, j'espère. Et n'hésitez pas à venir passer une tête également sur notre site carrière. On a des descriptions de jobs qui vous correspondent sûrement. On recrute, donc n'hésitez pas à passer. Merci beaucoup et on a 2 minutes pour prendre les questions. Je crois qu'il y a une question derrière et après Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, je me posais juste une question sur votre choix de solution par rapport à OpenSearch. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous avez privilégié les alias par rapport à du multi-index, un index pour chaque tenant à chaque fois? Ouais, c'est une bonne question. Et pour être tout à fait honnête, on a commencé par faire du multi-index, en fait. En se disant que c'était plus simple justement d'avoir des données séparées parce qu'on était en plus pas encore à l'époque pro, on va dire, d'OpenSearch. En fait, le truc, c'est que ça scalait pas super bien dans le sens où ça nous coûtait vite très cher d'avoir beaucoup d'index et nos clusters OpenSearch passaient beaucoup de temps à synchroniser les métadonnées avec les différents index. Et on s'est dit que du coup, il allait falloir qu'on trouve une solution pour mutualiser un peu plus. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Mais on a commencé instinctivement justement par faire du multi-index en se disant que c'était plus sûr et moins compliqué. Mais ça n'a pas scalé super bien. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Bonjour. Merci, excellente présentation. Merci. J'avais 2 questions, une qui est très petite. La première, vous avez dit que c'était un petit peu complexe de mettre en place la configuration des bins Spring. Est-ce que vous avez eu des problèmes que vous pouvez décrire brièvement, un retour d'expérience? Et la deuxième, c'est je suis curieux de savoir qui valorise le tenant dans les URL chez Miracle. D'accord, ok. Alors sur la première question, les problèmes qu'on a pu avoir, en fait on a pas mal itéré sur l'implémentation du tenant scope. J'ai schématisé là sous forme de map. En vrai, la vraie implème qu'on a maintenant, c'est une implème qui est plus à base de thread local
de code map. J'ai schématisé comme ça parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre et qu'au final, c'est comme ça qu'on a fait dans la première version. Mais on a pas mal itéré autour de ça pour des raisons de performance, de lisibilité du code aussi, parce qu'on se retrouvait avec des blocs synchronized un peu partout, des concurrents HMAP et tout le bazar pour être sûr de pas faire de bêtises. Et au final, on est parti sur une implème à base de thread local. Donc je dirais que c'est plus là-dessus que ça a été pas forcément simple à mettre en place. Et sinon, on n'a pas eu de problème particulier autre que le code un peu complexe et le fait qu'il fallait bien le tester. Et sur qui valorise l'URL, c'est fait en concertation avec l'équipe SRE qu'on a, qui est l'équipe qui maintient du coup toute l'infrastructure. C'est eux qui décident de ça. Je crois qu'on est arrivé au bout. On a un stand, si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez passer sur le stand Miracle s'il y a encore des questions. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, ça s'est bien passé, je crois, non ?